Professeur Raoult, cette courte vidéo ne vise pas à intervenir dans le débat entre les dits complotistes et leurs détracteurs. Nulle intention non plus de ma part de chercher à minimiser la pandémie de Covid-19. Par contre, un historien est d'abord un chercheur. Il ne peut donc être indifférent aux thèses d'un scientifique, même d'une autre branche, comme la recherche médicale. Je le dirai franchement, pour moi, après avoir consulté son parcours, son travail de recherche et ses publications, le professeur Didier Raoult est sans conteste possible un des grands infectiologues français, sinon le plus grand de niveau mondial. Au fur et à mesure que les connaissances se précisent concernant ce Covid-19, on se rend compte qu'il a été et reste celui qui a dit les paroles les plus justes dans le domaine. Il a une façon très particulière de le dire, reconnaissons-le, ce qui peut ne pas plaire à certains de ses collègues qui le lui rendent bien, mais il a parfois un humour piquant, intelligent, qui me plaît beaucoup. C'est cela que je veux montrer ici. Les citations n'ont pas été faites selon leur chronologie, mais plutôt pour la cohérence des propos. Les noms des journalistes et de leurs chaînes de télévision ne sont pas donnés, pas plus que leurs propos, pour ne pas prendre le risque d'un procès. Ceux du professeur Raoult sont vérifiables sur YouTube, repris quasiment mot pour mot. Alors, une première citation à une journaliste parisienne venue l'interviewer à Marseille et cherchant à le provoquer un peu maladroitement, il dit avec mansuétude « Je ne voudrais pas vous faire de la peine, mais vous ne comprenez pas ce que je vous dis. » Parlant de certains de ses confrères ayant des liens d'intérêt étroits avec les grands laboratoires, ce qui peut créer des conflits d'intérêts à leur fonction, il conseille « Big Pharma est nourri par le diable, il ne faut pas manger avec le diable, même avec une grande cuillère. » Voulant fustiger des journalistes l'ayant accusé d'être responsable de l'utilisation généralisée de l'hydroxychloroquine en Afrique, il déclare « Les Africains font comme ils veulent, ça c'est Tintin au Congo », c'est-à-dire sous-entendu du néocolonialisme. On n'est plus dans Tintin au Congo, répète-t-il. Propos qu'il confirme dans un autre passage. Pour l'instant, dit-il, je n'ai pas beaucoup de respect pour la stratégie qui a été mise en place, donc sous-entendu par le gouvernement français. Vis-à-vis des amis africains, certains collègues ont porté des paroles insultantes. La plus grande star que je connais au monde de lutte contre les épidémies, c'est Muyembe, le découvreur congolais du virus de l'Ebola. Personne n'a ça à son tableau, maîtriser 3 ou 4 épidémies d'Ebola, de nombreuses épidémies de choléra. Concernant maintenant les directives des gouvernants français de rester chez soi pour ne pas engorger les services de réanimation, il déclare « On vit dans un monde qui est fou. Les conditions prises pour lutter contre cette maladie sont celles d'un autre siècle, pas des conditions pratiques actuelles de lutte au quotidien. Déjà, dire aux gens « ne vous soignez pas, restez à la maison », c'est pas le Moyen-Âge, mais pire. Hippocrate lui-même ne faisait pas ça. Il ne disait pas aux gens « restez chez vous jusqu'à ce que vous mourrez ». Ironisant sur le gouvernement et son conseil scientifique, il déclare « Les politiques ont cru qu'il y allait avoir une sorte de baguette magique, que ça allait venir de l'industrie pharmaceutique, qui avait trouvé cette baguette magique. Et ils y ont cru avec le remdesivir. Figurez-vous qu'ils se sont encore fait rouler dans la farine il y a quelques jours en achetant pour 2 milliards de ce médicament, alors que moi je leur dis depuis mars que ça ne marche pas. » Quand il dit ça, on est en décembre. Hein. Maintenant, il n'y a plus cette baguette magique-là. Alors la nouvelle baguette, ça ne sera sans doute pas de nous permettre de faire notre métier de médecin, soigner des malades.
Sous-entendu, ce sera le vaccin des labos. À propos des tout nouveaux vaccins en question, d'ailleurs, à base d'ARN messager, il dit « Nous ne savons rien, il faut être vigilant. Si nos sociétés ne sont pas capables de mettre des barrières, des normes pour ça, c'est très grave. Le programme qu'on voit jusqu'à présent me paraît de la science-fiction. Pour l'instant, ce que j'ai vu, c'est de la publicité. Je n'ai pas vu d'article scientifique. » Et il maintient son point de vue de praticien. Pour gagner le combat contre les infections, sous-entendu, il faut le faire à la vietnamienne. Il ne faut pas se battre comme Napoléon III, on a une défaite et tout s'écroule. On doit faire comme les Vietnamiens, on gagne maison par maison, patient par patient. C'est comme ça qu'on se bat, c'est la guérilla qu'il faut faire. Concernant maintenant les risques de seconde vague, voilà ce qu'il dit. Ce genre de personnes spécialisées dans la prédiction habille ça d'aspect pseudo-scientifique. Pour imaginer qu'on peut prédire l'évolution d'une chose qu'on ne connaît pas, il faut se prendre pour Dieu, il faut être fou. À propos des accusations de charlatanisme à son encontre, il répond « Ces politiques m'indiffèrent à un point, c'en est troublant. » Répondant à une journaliste parisienne qui lui parle de ses pairs, ceux qui siègent au conseil scientifique, « Vous parlez d'une élite, mais c'est nous l'élite. Ces gens-là ne font pas de recherche. Ils n'ont quasiment aucune publication et ils peuvent aujourd'hui interdire à de vrais chercheurs qui ont produit des centaines de publications de continuer leurs recherches. » Et il ajoute « Avoir le droit d'être intelligent en France, c'est aujourd'hui faire partie d'une minorité en danger. » À un présentateur du journal d'une grande chaîne de télévision nationale qui lui demande ce qu'il pense du déconfinement, il répond « J'ai évité de me prononcer car c'est une décision politique et les décisions politiques sont multifactorielles. Il n'y a pas que la transmission et le virus qui entrent en jeu, ce n'est qu'une partie de la décision. La chose dont j'avais le plus peur durant le confinement, que j'ai exprimé à plusieurs reprises, si vous êtes suffisamment intelligent pour le comprendre, c'est la panique. » Il poursuit un peu plus loin, agacé par les questions tout azimuts du journaliste en question. « Je ne vais pas vous changer votre cervelle, elle est comme elle est. » Puis, exaspéré par ces interventions intempestives qui le coupent à chaque instant, « Laissez-moi terminer. Je ne vous emmerde pas quand vous posez vos questions, laissez-moi répondre. » Et il termine la rencontre par une leçon magistrale. « Vous m'accusez d'aimer la polémique ? Mais j'adore le conflit intellectuel. Il n'y a pas de science sans conflit intellectuel. J'écris sur l'histoire des sciences, il n'y a jamais eu de progrès scientifique sans conflit intellectuel. » Enfin, apprenant que le Conseil d'État italien venait de statuer en ce mois de décembre pour la liberté de prescription de l'hydroxychloroquine, il dit « J'espère que la France va suivre. Désormais, des centaines d'études dans le monde démontrent l'efficacité de l'hydroxychloroquine azithromycine. Dans les EHPAD, on a diminué la mortalité de 50% grâce à ça. On ne peut quand même pas casser les 5 thermomètres à la fois. » Sous-entendu, parce qu'ils indiquent tous la même température non conforme au diagnostic voulu. Alors voici donc quelques aspects plutôt drôles, mais paraissant justes, rationnels, du discours d'un homme de science de grande valeur que les autorités gouvernementales françaises auraient peut-être dû mieux écouter dès le départ. L'ont-elles fait? À vous d'en juger. Certes, Didier Raoult a sans doute émis quelques jugements erronés en parlant de grippette au tout début dans des cours à ses étudiants, ou plus tard d'absence de rebond, de deuxième vague concernant ce genre d'épidémie respiratoire. Il n'avait alors comme élément de comparaison que les nombreuses épidémies virales respiratoires qu'il avait observées dans les archives de son institut. Mais n'a-t-il pas dit à chaque fois qu'il refusait de faire la moindre prédiction face à ce virus inconnu et très bizarre dont la létalité ne paraissait pas exceptionnelle? Le plus important, à mon sens,
c'est qu'il demandait avec insistance qu'on le laisse libre de faire son métier de praticien selon le protocole de soins qu'il avait établi avec son équipe de l'IHU de Marseille. Celui qu'il proposait à ses malades, dont aucun ne s'est plaint. La mortalité à l'IHU a toujours été basse, tout au long de l'année 2020, largement inférieure à celle de Paris ou de l'Est de la France. Le travail, l'efficacité d'un médecin repose d'abord sur la complicité, la confiance entre lui et son patient. Et je pense que le docteur Raoult donnait suffisamment de gages de confiance par son niveau de connaissance et de pratique de la médecine. De plus, il apparaît évident qu'il n'était sous l'influence d'aucun laboratoire pharmaceutique, pas même la société française Sanofi, qui fabriquait pourtant la chloroquine et ses dérivés.